Électrochoc, le podcast des électrons libres. Municipal, le guide de l'écologie efficace. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce qui fait une vraie politique écologique au niveau local, loin des slogans et des effets d'annonce. Bonjour Max, bonjour à tous. C'est un sujet crucial. On entend beaucoup de promesses vertes, mais comment savoir ce qui marche vraiment ? Souvent, on pense que le pouvoir d'un maire est limité, mais en réalité, il a des leviers très directs sur notre quotidien. Exactement. Le premier et peut-être le plus puissant, c'est l'urbanisme. Via le plan local d'urbanisme, la mairie est littéralement l'architecte de notre ville. Elle peut décider de densifier le centre pour éviter que la ville ne s'étale sans fin sur les terres agricoles. Et cet étalement urbain, c'est le facteur numéro 1 de notre dépendance à la voiture. Donc, en agissant sur l'urbanisme, on agit directement sur les transports. C'est un levier invisible mais fondamental. Tout à fait, et ça ne s'arrête pas là, la mairie gère aussi son propre patrimoine, les écoles, les gymnases, les bâtiments administratifs. C'est un gisement énorme d'économie d'énergie. L'enjeu, ce n'est pas de poser 3 panneaux solaires pour la photo, mais de lancer un vrai plan de rénovation et d'isolation. C'est un bon point. On voit souvent des projets symboliques, mais l'efficacité se cache dans des actions moins spectaculaires. Un autre exemple, c'est la voirie. Même si c'est souvent l'agglomération qui gère les bus, la commune, elle, décide de l'usage de la chaussée. Et ça change tout. Une mairie peut décider de transformer des places de parking en pistes cyclables sécurisées ou d'élargir les trottoirs. C'est un arbitrage direct. Est-ce qu'on veut une ville pensée pour la voiture ou un espace public plus apaisé et partagé? Le dernier grand levier, et on y pense moins, c'est la restauration scolaire, les cantines. En tant que gros acheteur, la mairie a un pouvoir immense pour orienter la production agricole locale. Le contenu de l'assiette a un impact carbone bien plus important que la gestion des déchets de la cantine, par exemple. Mais voilà, même avec tous ces leviers, ce n'est pas si simple. Les élus sont souvent pris entre des injonctions contradictoires. C'est un vrai casse-tête. Ah oui, le fameux dilemme de la ville dense contre la ville verte. On demande aux maires de ne plus construire en périphérie, donc de densifier le centre, mais en même temps, on leur réclame de créer de grands parcs et des espaces verts, sur ces mêmes terrains qui sont devenus si précieux. C'est la quadrature du cercle. Et il y a aussi la résistance au changement. Quand on veut isoler un bâtiment ancien, on peut se heurter aux règles de préservation du patrimoine. Et quand on veut supprimer des places de parking, on se heurte aux habitudes des habitants. Ce qui complique tout, c'est qu'il y a souvent un manque de culture scientifique sur ces sujets, autant chez les élus que chez les citoyens. Sans connaître les ordres de grandeur, comment distinguer une mesure à fort impact d'un simple gadget de communication ? C'est là qu'on a besoin d'une écologie de la raison, une écologie basée sur la preuve. Il faut un critère objectif pour décider. Et ce critère, c'est le coût de la tonne de CO2 évitée. Combien d'euros d'argent public je dépense pour quel résultat climatique ? C'est la question clé. Prenons des exemples concrets. Le chauffage. La fausse bonne idée, c'est souvent la chaufferie biomasse, au bois. Ça semble vert, mais il émet beaucoup de particules fines, ce qui est mauvais pour la qualité de l'air. Et surtout, sur le plan climatique, c'est discutable. Brûler du bois libère du CO2 instantanément. Il faudra des décennies pour que la forêt repousse et recapture ce carbone. C'est ce qu'on appelle une dette carbone. Alors que la solution vraiment efficace, ce sont les pompes à chaleur. Elles décarbonent massivement le chauffage et en plus, elles sont réversibles. Elles peuvent donc climatiser les bâtiments pendant les canicules, ce qui est un enjeu de résilience majeur pour l'avenir. Passons à l'alimentation, aux cantines. Le dogme du tout bio, tout local est très populaire. Mais il faut regarder les chiffres. Le bio, par exemple, a des rendements plus faibles. Pour produire la même quantité, il faut plus de terre et donc potentiellement empiéter sur des espaces naturels. Et pour le local, c'est pareil. L'impact du transport dans le bilan carbone d'un aliment est souvent très faible, moins de 10%. Ce qui compte vraiment, c'est le mode de production. Alors, quel est le levier le plus efficace dans l'assiette ? C'est très clair. Réduire la viande de ruminants, c'est-à-dire le bœuf et l'agneau. Un menu végétarien, ou même avec du poulet ou du porc, aura toujours un bilan carbone bien meilleur qu'un menu au bœuf, même si ce bœuf est bio et local.
C'est une question de physique, pas d'idéologie. Il faut concentrer l'effort là où l'impact est maximal. Et c'est la même logique pour la mobilité. Oui, on voit des villes investir des fortunes dans des bus à hydrogène qui sont pour l'instant une technologie très chère et peu efficace énergétiquement. C'est de l'affichage. La vraie priorité, c'est d'accélérer l'électrification des bus et des voitures en déployant massivement des bornes de recharge. En fait, le message principal, c'est qu'il faut sortir des symboles pour aller vers l'efficacité. À l'échelle d'une commune, chaque euro dépensé doit être un euro utile pour le climat. Exactement. Il faut exiger des candidats des plans d'action chiffrés basés sur la preuve. L'écologie efficace, c'est peut-être moins poétique, mais c'est beaucoup plus concret. C'est privilégier l'isolation d'une école plutôt qu'un projet architectural tape à l'œil, c'est remplacer le bœuf par des protéines végétales à la cantine plutôt que d'installer des hôtels à insectes décoratifs. En somme, c'est choisir la rigueur des chiffres et l'impact réel. C'est comme ça qu'on fera avancer la transition écologique à l'échelle locale. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.